Elle emménage. Et quand elle rencontre Michael, elle voit qu'il a les lunettes cassées. Il a des griffures sur les bras. Visiblement, il vient de se battre. Et à un moment, elle rentre dans la chambre où elle est censée vivre. Il y a plein d'habits qui sont éparpillés un peu par terre. Et au milieu de tous ces habits, au milieu de la pièce, elle remarque la forme d'un corps. Et ce qui va lui permettre d'être sûre que c'est un corps, c'est le fait qu'elle va voir une main sortir de ce tas d'habits. Une main ensanglantée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une application qui s'appelle Randonautica. En gros, c'est une application où dessus, tu as des coordonnées GPS. Tu suis ces coordonnées GPS et ça t'emmène à un endroit. Et à ces endroits, il y a des caches. Soit t'as des trucs dans les caches, t'as des espèces de petits mystères à résolver pour pouvoir ouvrir le cache. À l'intérieur, il y a un mot de la personne qui a mis le cache. Ou alors, des fois, il y a même carrément rien du tout. Mais genre, tu tombes sur des endroits un peu ouf, du style urbex, machin et tout ça. Et en 2020, alors que c'est la fin du Covid, tout le monde souhaite être dehors. L'objectif, c'était un maximum d'aller pâturer dans la forêt. Et du coup, il y a un groupe d'amis de Seattle qui tombe sur l'application et ils décident de suivre les coordonnées d'une de ces caches. Ils arrivent au niveau d'une petite jetée. C'est au niveau de Alki Beach Pier. Trouvent une valise noire fermée au niveau des cailloux juste ici. Et immédiatement, ils se disent, ok, c'est sûr, il y a de l'argent à l'intérieur. Et quand ils s'approchent de la valise, ils sentent qu'il y a une odeur quand même. Ils sentent que ça sent un peu mauvais. Mais eux, dans leur tête, ils se disent quand même dans la valise, il y a de l'argent. Donc en fait, ils vont pas immédiatement arrêter de suivre la valise. Et quand ils ouvrent la valise, c'est là qu'ils se rendent compte que vraiment, l'odeur est insoutenable. Ça sent tellement mauvais. Ils savent immédiatement qu'il y a quelque chose de pas bien à l'intérieur. Ils appellent la police. Et une fois que la police arrive, la police découvre qu'à l'intérieur de la valise, il y a la tête de deux personnes. Jessica Lewis et Austin Wenner. Pendant tout ce temps, groupe de 3 amis qui ont découvert la valise, ils étaient en train de filmer sur TikTok. Je crois la vidéo, elle a fait genre 30 millions de vues. Où c'est vraiment une vidéo où on voit la valise avec des gros sacs poubelles à l'intérieur. Bon, une fois que tu connais l'affaire, tu sais très bien que dans ces sacs poubelles, il y avait la tête de 2 personnes. Donc on va faire un petit retour en arrière. Une femme qui habite en Suisse, c'est une psychologue et elle souhaite s'installer à Seattle. Et elle trouve sur Airbnb une maison proche de l'aéroport. Le jardin est sympa. Et en plus, quand elle parle avec l'hôte de la maison, elle se rend compte que celui-ci adore les chiens. Et aussi, il a un chien et la meuf, ça l'arrange de ouf parce qu'elle aussi, elle a un chien. Du coup, bah, fallait qu'elle trouve un Airbnb où son chien sera accepté. Et c'est quand même un petit peu compliqué. Elle arrive, elle s'installe et dès qu'elle rencontre Michael, elle voit que c'est vraiment genre un homme âgé, la soixantaine, blanc, basique, sympa. Il a un look de nerd. Quand tu le regardes, il est inoffensif. Super gentil, ils s'entendent bien, ils discutent entre eux. Il lui propose même de l'accompagner à des entretiens d'embauche. C'est super amical, tout va bien jusqu'au jour où ils promènent leur chien. Michael, il avait un chihuahua qui s'appelait Duke. Ils avaient une relation tellement fusionnelle les deux que Michael, il pouvait balader son chihuahua sans le mettre en laisse. Il parle et ils se rendent compte que en fait, le chien de Michael a disparu. Et ils savent pas où est-ce qu'il est. Et au final, Michael, il reçoit un coup de fil et c'est un des voisins qui dit à Michael que son chien vient de se faire écraser. Qu'il y a quelqu'un qui était avec sa voiture, qui a roulé sur le chien et qui est juste parti en fait. La femme et Michael vont vers là où il y a le cadavre du chihuahua. Michael récupère le corps de son chien et il l'emmène avec lui dans sa chambre. Donc la meuf, c'est une psychologue, elle voit ça. Elle se dit que au début c'est normal. Chacun fait son deuil à sa manière, chacun fait son deuil à son rythme. Le fait qu'il dorme une nuit avec le cadavre de son chien, c'est un peu bizarre, mais en vrai, tu peux pas vraiment non plus le juger par rapport à ça. Les nuits, elle passe et continue de dormir avec le cadavre de son chien. Au bout de 2, 3, 4 nuits, il dort encore avec le cadavre de son chien. Elle finit par essayer d'aller lui parler et Michael lui dit non mais en fait je suis juste pas prêt à abandonner Duke, je dois le garder encore avec moi. Donc il l'a mis dans son congélateur et le chien est resté dans son congélateur. Il a jamais bougé de son congélateur. C'est un peu le premier truc où tu te dis ok, Michael, il a un peu shifté dans sa façon d'être. Il est plus exactement le même petit mec sympa, un peu nerd. Ça commence un peu à devenir flippant. Mais en soi, y a rien pour qu'on ait envie d'appeler la police, quoi. Après ça, la femme psychologue, elle continue de passer du temps avec Michael, elle continue de cohabiter avec lui et à un moment, elle part pendant quelques semaines dans un autre état, au Kansas. Et pendant ce temps, elle fait confiance à Michael pour que celui-ci garde ses 2 chiens. Au début, tout va bien. Jusqu'à le jour où Michael l'appelle et lui dit que les 2 chiens se sont enfuis. Il y a quelqu'un qui a laissé ouvert la porte qui va du jardin vers la rue et les 2 chiens se sont enfuis. Évidemment, la femme, la psychologue, elle est complètement apeurée. Elle fait confiance à Michael pour retrouver ses animaux. Il met tout en place pour pouvoir retrouver justement les 2 chiens et au final, il arrive à retrouver un des chiens. Mais juste un seul. Le deuxième, il est encore disparu. La femme, elle revient chez Michael, elle récupère son animal que Michael a réussi à retrouver et elle se pose dans la cuisine pour reprendre de ses esprits à un moment et elle se rend compte que Michael il a disparu. Il y a encore un de ses chiens qui a disparu, Michael devrait être là pour la réconforter mais Michael disparaît dans la maison, elle sait pas où est-ce qu'il est. 5 minutes plus tard, Michael revient, il a genre une poule dans les mains. Il lui dit que c'est lui qui a tué son chien. Le chien de la femme, la psychologue, a tué l'enfant de la poule et Michael, ça l'a tellement mis hors de lui, il a tellement trouvé ça ignoble que du coup, il a battu à mort le chien de la femme. Il lui a raconté ça avec la poule dans les bras. Je pense que vous pouvez imaginer à quel point la situation était extrêmement tendue. Donc évidemment la femme, qui c'est une psychologue, elle se rend bien compte qu'elle est face à quelqu'un qui est instable mentalement. Elle garde son calme, elle dit rien, elle fait rien et elle finit par partir de la maison. C'est littéralement le moment où il est en train de
perdre les pédales. Au moment où tout ça se passe, dans sa maison, il se trouve déjà Jessica et Austin. Personnes vivent à la place de la femme, la psychologue. Jessica, elle a 35 ans, Austin en a 26. Ils ont pas de maison ou d'appartement, alors qu'ils sont quand même déjà assez âgés. Mais eux, ils n'en ont pas parce qu'en fait, ils ont des problèmes d'addiction. Ils sont addicts à la méthamphétamine. Austin était vraisemblablement hypersensible, il ressentait tout beaucoup trop fort. Et son seul moyen de régler ça, c'était de utiliser de la drogue. Sa copine a fini par aussi tomber là-dedans. Ils se sont même retrouvés à la rue. Ça reste quand même des personnes qui sont absolument adorables. Austin, il adore travailler sur les voitures. Jessica, apparemment, elle est décrite comme une femme incroyablement gentille. Elle travaille dans une maison qui s'occupe d'adultes handicapés. C'est vraiment un ange sur terre parce qu'il y a très peu de personnes qui seraient capables de faire ce genre de métier. Je crois que c'est grâce à l'ami d'un ami que les deux ont réussi à trouver Michael, qui a décidé de leur louer une de ses chambres. C'était leur moyen de justement sortir de la rue, d'avoir un endroit où poser leurs affaires. Immédiatement, Michael, il a un peu un comportement chelou. Il le cache pas comme il l'a fait avec la psychologue. Il a immédiatement un comportement weird. Pareil, c'est pas un comportement assez chelou pour que tu te poses des questions en mode genre, ok, lui c'est sûr, c'est un psychopathe. Mec, il leur demande carrément de voler des voitures. À un moment, Austin, il l'a vu avec une arme à feu. Michael paraissait énervé de s'être fait voir justement avec cette arme à feu. On sent qu'il y a une espèce de tension dans la maison déjà à ce moment-là. Tellement bizarre pour eux de se retrouver maison où ils se sentent mal, qu'ils décident de partir. Au même moment, c'est là où le Covid tombe et où tout le monde se fait confiner. La mère d'Austin l'a au téléphone et elle lui dit: est-ce que tu préfères partir maintenant ou est-ce que tu peux attendre? Et Austin ira sur sa mère et lui dit: non, c'est pas grave, il y a le confinement. Dans tous les cas, en fait, ils peuvent pas partir immédiatement parce que tout le monde est confiné, tout le monde est obligé de rester chez soi. Donc ils se disent: on peut attendre que le Covid passe, on peut attendre que le confinement soit passé. Et après ça, le couple disparaît. Au début, la mère d'Austin, elle est pas inquiète parce qu'Austin, c'est un mec qui a des problèmes d'addiction. Elle a l'habitude que lui, il perde son téléphone ou alors qu'il vende son téléphone pour pouvoir s'acheter de la drogue. Mais Jessica, par contre, elle répond à chaque fois. Jessica, elle répond toujours à son téléphone. Et quand la mère d'Austin, elle essaye de contacter Jessica, elle répond pas du tout. C'est vraiment silence radio en fait. Le père d'Austin, lui, il va immédiatement rendre visite à Michael pour savoir où est passé son fils. Michael, il rassure le père d'Austin, lui dit: mais... enfin, ils sont partis, ils ont déménagé, ils m'ont même pas prévenu, ils sont partis vraiment comme ça, et en plus de ça, ils ont laissé un de ces bordels dans la chambre, ils n'ont absolument rien rangé. Michael, il paraît même un peu énervé par ça. Le père d'Austin, il rentre dans la chambre, et il remarque immédiatement que au fond d'une poubelle, il y a les habits de son fils. Et c'est pas normal pour les deux. Les deux, avant, ils étaient sans abri, leur habit, c'est une de leurs seules possessions. Alors non, ils ont leurs habits, de la nourriture, peut-être leur téléphone, mais ils ont vraiment rien de plus que ça, donc c'est pas normal qu'ils soient partis sans leurs habits. Il est un petit peu intrigué par ce qui se passe, mais en fait, c'est pareil à chaque fois, c'est des éléments qui sont très bizarres et dans lequel tu peux pas te dire c'est un truc, c'est une affaire criminelle, on le sait. Au final, la mère d'Austin, elle en a marre de pas avoir de nouvelles de son fils et de la compagne de son fils, donc elle va aller voir la police pour signaler la disparition des deux personnes. Et c'est le détective Cooper qui va venir directement chez elle pour lui annoncer que son fils et sa compagne ont été retrouvés démembrés dans une valise au niveau de Alki Beach Pier. Mais là, du coup, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pendant leur enquête, la police va voir le voisin de Michael. Celui-ci pense que la police est là parce que il a lui-même appelé le 911 la nuit du 9 juin 2020, c'est-à-dire la nuit où Austin et Jessica ont été tués. Et en gros, le voisin de Michael, il dit: oui, j'entends des coups de feu. Et en plus de ça, j'entends quelqu'un qui hurle: laisse-moi partir, laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Ne me fais pas de mal. La personne qui l'a au téléphone du 911 envoie une patrouille à l'adresse de Michael. Et une fois que les policiers arrivent, ils toquent. Il y a personne qui répond. Alors ils repartent. Alors que le voisin a quand même bien entendu quelqu'un hurler en train de dire: s'il te plaît, laisse-moi tranquille. L'enquête continue et ils réussissent à tracer le téléphone de Jessica à quelques kilomètres de la maison de Michael. Comme si Michael était parti de chez lui avec le corps du couple, prêt à justement jeter les restes qu'il avait encore pour pouvoir s'en débarrasser, et comme si en plein milieu sur la route il s'était rendu compte: oh mince, il y a le téléphone de Jessica, il faut que je l'éteigne sinon ils vont me repérer. Une fois que le téléphone de Jessica a été éteint à quelques kilomètres de chez Michael, le téléphone n'a plus jamais été rallumé. Ce qui va être déterminant dans l'enquête, c'est une témoin qui va avouer à la police connaître Michael puisqu'elle vit chez lui. La nuit du meurtre de Jessica et Austin, le 9 juin 2020, elle emménage. Et quand elle rencontre Michael, elle voit qu'il a les lunettes cassées, il a des griffures sur les bras, visiblement il vient de se battre. Et à un moment, elle rentre dans la chambre où elle est censée vivre et où Jessica et Austin habitaient avant, et elle voit que par terre, il y a plein d'habits qui sont éparpillés un peu par terre, et au milieu de tous ces habits, au milieu de la pièce, elle remarque la forme d'un corps. Et ce qui va lui permettre d'être sûre que c'est un corps, c'est le fait qu'elle va voir une main sortir de ce tas d'habits. Une main ensanglantée. Elle referme la porte, elle garde son calme, elle finira par partir de la maison la nuit même. Les enquêteurs, ils ont assez de preuves, ils arrêtent Michael, ils l'emmènent en interrogatoire, et évidemment, il ment. Il dit que jamais il aurait fait de mal aux deux, que certes, il s'entendait pas tellement avec les deux, mais que jamais il y a eu de gros soucis, et il aurait même été jusqu'à raconter que Austin, il avait des problèmes avec des gangs de Seattle. Austin et Jessica auraient été tués par les gangs de Seattle. Évidemment, les enquêteurs, ils ne croient absolument
pas du tout que Michael raconte, finissent par fouiller la maison de Michael. C'est là qu'ils trouvent les traces de balles et ils trouvent aussi des traces de sang. Et quand ils interceptent le téléphone de Michael, ils voient aussi que celui-ci a été signalé à Alki Beach Pier et aussi à Duwamish. Il y a une première valise qui a été trouvée à Alki Beach Pier, mais ils ont aussi trouvé une deuxième valise. C'est un mec qui baladait son chien et le chien était attiré par la valise. Et dans cette valise, il y avait d'autres restes du corps de Jessica et Austin. Je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est assez évident que c'est lui. Et lors de son jugement, son ex-femme viendra à la barre pour attester que c'était un homme violent avec elle aussi. Et les enquêteurs retrouveront aussi une plainte de sa fille qui s'est faite agresser sexuellement par Michael de ses 8 à 18 ans. Et il finira par empocher 46 ans de prison en 2023 pour double homicide à la prison de Washington State. Voilà. C'était l'affaire de Jessica et Austin. J'espère, en racontant leur histoire, avoir pu faire vivre un petit peu leur mémoire.